Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Cette semaine, on a un retournement de situation et c'est super agréable. Ça faisait 2 semaines qu'on était en état d'alerte, alerte à la correction à cause des marchés européens. Cette alerte n'avait pas été validée sur les marchés américains, donc on était dans une situation attentiste. Et là, cette semaine, on a eu un retournement de situation. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. On a aussi le Bitcoin là qui est en train de nous lancer lui un signal qui n'est pas un signal d'alerte, mais où justement il va falloir être prêt. Pour notamment si vous êtes un investisseur et que les crypto-devises vous intéressent pour du long terme, on va certainement avoir des points d'entrée au cours des prochains jours ou des 2-3 prochaines semaines. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vais aussi vous parler du secteur des pharma. Le secteur des pharma est en train de partir en bourse. Donc on va avoir tous les sous-secteurs, tout ce qui est médical, instruments, les biotech, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et bien sûr à la fin de la vidéo, je vous identifie les plus et les moins des opportunités de la semaine pour vous apprendre à développer encore une fois votre capacité à identifier les meilleures opportunités du marché en spotant comme ça les risques, parce que à chaque fois que vous aurez une belle opportunité, si vous n'êtes pas capable d'identifier les risques, eh bien elle pourra peut-être paraître bonne pour vous, mais statistiquement pour votre portefeuille elle peut ne pas être bonne du tout. Donc je vais vraiment vous faire un gros cours là-dessus et forger votre mindset à avoir cette vision non pas à 10 trades mais à 1000 trades. Donc ça va être en deuxième partie de vidéo avec les opportunités de la semaine. Allez, c'est parti pour l'analyse des indices. Alors c'est parti pour l'analyse des indices. On vient de vivre une semaine avec un très joli retournement sur les indices européens. Donc vous le voyez, les 2 dernières semaines, je vous ai dit attention, risque de correction, ça tapait vers le bas là et c'était en train d'enclencher la vague de correction. Et là qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien tout simplement on a repris le support, enfin le support qui était devenu résistance et qui redevient à nouveau support. Donc comme je vous l'avais expliqué, ce signal de correction, il n'avait pas été validé par les marchés américains. On était dans l'attente de ce qui pouvait se passer sur les marchés américains pour savoir si on entrait ou pas, on avait un vrai signal correctif ou pas. Et vous allez le voir que sur les marchés américains, eh bien, on est carrément passé sur un nouveau plus haut, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. Alors, je finis quand même l'analyse sur le marché européen. Donc là, idem, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, comme je vous le disais la semaine dernière, on était dans cette situation-là. Soit ça reprenait vers le haut, soit ça cassait vers le bas. Et si ça cassait vers le bas, c'est que c'est les indices américains qui lançaient eux aussi le signal de correction. On a repris vers le haut. Donc tout simplement, on repasse en mode range. Donc là, on est à nouveau dans ce grand range. Et le DAX, alors le DAX qui est toujours un petit peu plus volatile, lui aussi, idem. Donc là, on peut actualiser l'analyse. On a repris la résistance qui est à nouveau un support. Donc on est dans une consolidation qui, on pourrait dire que c'est un élargissement d'un point de vue chartiste, mais bon, en soi, peu importe le nom que l'on donne aux figures chartistes, le plus important, c'est de comprendre la psychologie dans laquelle on est. Et là, on est dans une psychologie où il y a de la volatilité, mais voilà, on est dans un grand range haussier. La vague de correction que l'on redoutait ces 2 dernières semaines, liée donc au signal sur les marchés européens, elle n'est pas en train de se mettre en place. Et regardez pourquoi, tout simplement parce que le Nasdaq a fortement rebondi, on arrive sur le haut du range. Et le SP500, tac, il a fait un nouveau plus haut. Donc comme je vous le disais les semaines précédentes, sur le SP500 et le Nasdaq, on n'avait pas cassé à la baisse. Donc soit on cassait à la baisse et on était en vague de correction, soit on cassait à la hausse et on repartait pour un nouveau scénario haussier. Donc là, ce qui prédomine actuellement, vu qu'on est en train de on est en train de partir sur un nouveau plus haut, dans les semaines à venir, ce qui va prédominer comme scénario, c'est une nouvelle vague de hausse. Et donc on repasse sur le haut de notre fourchette de notre money management. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas être sélectif, il faut être extrêmement sélectif sur la qualité de ces opportunités, surtout que voilà, en Europe comme aux États-Unis, là aux États-Unis sur le SP500 on a un premier signal de hausse, mais ce signal de hausse il n'est pas validé sur le Nasdaq ni sur les indices européens. Donc c'est un petit peu, on se retrouve dans la situation opposée d'il y a 2 semaines où sur les indices européens on avait un signal vers le bas qui n'était pas validé par les marchés américains. Là sur le marché américain on a un signal vers le haut mais qui n'est pas validé par les
les marchés européens. Donc vous voyez, en fait, on est dans une zone de gros range avec de la volatilité. Donc ça tape un petit peu vers le haut en ce moment, comme ça tape un peu vers le bas il y a au cours des 2 dernières semaines, des 3 dernières semaines sur les marchés européens. Donc voilà, on est simplement dans un range au sein d'une grande tendance haussière. Donc il faut rester très sélectif et on est toujours dans un marché haussier de fond, hein, comme vous le voyez. Donc le money management, on peut repasser là, vu que le risque il est passé là à court terme, on peut repasser sur le haut de notre échelle de money management. Quand je parle de ça, je m'adresse vraiment entre guillemets au grand public, puisque c'est une vidéo qui est publique et c'est une vidéo qui a vraiment un but pédagogique pour vous empêcher de faire des risques et vraiment vous habituer à vous mettre en défense dès qu'il y a un risque. Après, pour les élèves de l'école, allez voir la vidéo de samedi dernier, j'ai bien expliqué la différence qu'il y a entre vous et cette vidéo publique. Alors, autre fait notable cette semaine, regardez là ce qu'il est en train de se passer depuis hier et aujourd'hui sur le Bitcoin en USD. Bien tout simplement, on est en train de casser cette figure chartiste. Donc c'est un triangle chartiste. On peut appeler ça aussi, d'un point de vue de chartiste, un double ou un triple sommet. Alors je ne sais plus comment ils appellent ça, larvé, enfin peu importe. On est en train de casser, donc tout simplement, on est dans une zone là de correction qui devrait s'accélérer au cours des prochaines séances. Et voilà, les supports, ils sont autour de, voilà, on a quoi? On a la zone des 1600 dollars et ensuite on a la zone des 1300 dollars. Donc pour tous les investisseurs long terme qui ne pouvaient pas entrer sur le Bitcoin là, depuis l'envolée parabolique, comme je vous le disais, pendant toute cette envolée parabolique, il est absolument hors de question d'entrer sur un actif, quel qu'il soit, hein, que ce soit les obligations, des actions, une crypto-devise, peu importe, quand on est dans un mouvement parabolique comme ça, où voilà, le momentum est en train de s'accélérer, soit on fait du trading, à ce moment-là on trouve des points d'entrée et en intraday et on sort un petit peu plus haut, soit on est investisseur, il est absolument hors de question d'entrer dans ce genre de situation. Au contraire, on va plutôt, quand on a un investisseur long terme, on va accumuler sur des mouvements de panique, sur des creux de marché. Donc là, il y a de fortes chances pour que, on soit dans un mouvement où les gens vont commencer un petit peu à paniquer, à revendre en catastrophe et on peut aller chercher très vite les deux supports là que je vous ai dit, donc les 1600 dollars et la zone des 1300 dollars. Ça va être deux points d'entrée assez intéressants pour commencer à accumuler du Bitcoin pour le long terme. Après, bien sûr, on peut aller chercher beaucoup plus bas, on peut aller sur la zone des 1000 dollars, mais voilà, à court terme, ça va être les deux zones intéressantes si vous souhaitez accumuler du Bitcoin pour le long terme. Et de manière générale, on a eu une énorme envolée sur la plupart des crypto-devises. Donc ça va, voilà, si on commence vraiment à corriger sur le Bitcoin et toutes les crypto-devises, ça va être aussi le moment, ça va être les soldes, ça va être le moment d'accumuler un petit peu des crypto-devises dans une optique long terme. Après, bien sûr, ceux qui veulent faire du trading sur les bitcoins et pas d'investissement à long terme, là voilà, ce que je suis en train de dire, ça ne s'adresse pas à vous. En tout cas, moi, ma façon de swing trader, de spéculer sur les actifs, c'est d'attendre des situations où le momentum est en train de s'accélérer avec des belles patterns à trader. Donc là, clairement, on va pas être dans ce genre de situation au cours des prochaines semaines et je ne pense pas qu'on va se retrouver à nouveau dans ce genre de situation au cours des 2 prochains mois, puisque là on est vraiment en situation avec beaucoup de volatilité, un gros range, une correction à la clé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le Bitcoin. Surveillez-le cette semaine et les 2 prochaines semaines si vous voulez investir dessus, parce qu'on risque d'avoir des points d'entrée assez intéressants. Alors, juste avant d'attaquer l'analyse des petites opportunités d'un point de vue pédagogique cette semaine, je fais juste un petit retour sur l'indice Healthcare. Alors, c'est l'indice des pharma en gros. Vous le voyez, le mois dernier, donc le mois de juin, on est sur un graphique en mensuel. Chaque bougie, chaque barre là, c'est un mois complet de cotation. Donc, regardez un petit peu cet actif. C'est un actif qui a extrêmement bien profité du dernier marché haussier, c'est-à-dire entre 2009 et juillet 2015. Après, on est rentré sur tous les actifs à risque, tout ce qui est action. On est rentré dans un gros range. Et là, regardez, le mois dernier, on a cassé à la hausse. Et là, on a une pattern avec une tasse et une petite anse ici et la cassure. Donc là, très probablement, cet actif et énormément d'actions en rapport avec cette classe d'actifs, c'est-à-dire tout ce qui est pharma, les biotech, tout ce qui est médical, on va avoir un gros mouvement spéculatif dessus. Il va y avoir normalement plein d'investisseurs qui vont commencer
à s'investir sur les actions de ce domaine-là, hein, de cette classe d'actifs-là, de ce secteur-là, de ce secteur et de tous ces secteurs-là. Donc, il va être normal au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochains trimestres de voir débarquer sur nos screeners de nombreuses pharma, des biotech, des actions du secteur médical. Donc, voilà, la dernière fois qu'on a eu ça, c'est quand l'indice biotech il a explosé et les biotech c'est pas forcément quelque chose de très rassurant parce qu'on a régulièrement des annonces qui déclenchent des gaps à la hausse ou à la baisse de 50% carrément sur les biotech. Donc en général, ça va être des actions que l'on va essayer de ne pas trader, même si on a une belle pattern, si on a quelque chose de très joli, on va simplement passer notre chemin puisque nous, notre but avant tout, c'est d'éliminer le maximum de risques que l'on identifie. Les biotech, par essence, c'est des actifs qui sont vraiment à risque. Donc, si au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochains trimestres, vous trouvez sur vos screeners 1, 2, 3, 10 biotech qui sont magnifiques et que vous avez envie de rentrer dessus, franchement, évitez de rentrer dessus. La seule raison qui peut justifier une entrée en position sur une biotech, c'est que l'action est tellement volatile que la distance entre votre niveau d'entrée et votre stop loss, en termes de pourcentage, elle est tellement importante que vous n'allez engager que par exemple 1 ou 2% de votre capital. À ce moment-là, effectivement, si l'action a le gap de moins 50%, là vous allez vous retrouver avec simplement une perte de 0,5% ou de 1% de votre capital, ce qui au final n'a aucun impact. Mais à partir du moment où vous identifiez une biotech qui n'est pas extrêmement volatile, hein, qui n'est pas de type petite capitalisation, je vous recommande fortement de ne pas entrer sur ces actifs. Alors comment savoir si on a une biotech entre les mains? Tout simplement dans les titres des actions, il y a toujours marqué bio quelque chose. Et sinon, quand vous allez, avant de prendre une transaction, on va systématiquement sur Zone Bourse ou sur finvis.com pour notamment regarder la prochaine publication de résultats. Vu que c'est quelque chose que l'on fait tout le temps pour chaque trade, eh bien on se retrouve automatiquement sur la page de Zone Bourse ou de Finviz et là ça nous met sur à quel secteur appartient l'action. Donc en un clin d'œil vous pouvez savoir si c'est une biotech ou si c'est simplement une pharma ou une action du secteur médical. Donc voilà, bon, ça c'est dit, maintenant on attaque, allez hop c'est parti. Hop, je passe en journalier, j'affiche les volumes. Donc première action, alors cette action, voilà, alors ça c'est une action, voilà, qui dans l'école, on doit être à plus de 17 R de gain, donc 17 fois ce que l'on était prêt à risquer au début sur le trade. Et là, elle nous propose une petite pattern en requête de marché, hein, cette action, donc elle a un beau momentum, un momentum qui s'accélère, on a un mouvement parabolique, hein. Vous voyez que là, hop, ça s'accélère. Donc voilà, tout simplement, le momentum, la vélocité est en train de dessiner un mouvement parabolique et quand on a une belle petite pattern comme ceci, ça peut être tout à fait tradable. On a les volumes ici sur le breakout. Là, suite à ce breakout, on était à grande proximité du pivot. Donc voilà, sur ce genre d'action, soit on attend que la pattern soit mature, ce qui était le cas ici, on avait le creux et la micro-base qui était en double creux et on peut placer un ordre à plage de déclenchement au-dessus du pivot, donc on se fait embarquer directement pendant la journée de breakout, soit on attend que le breakout soit fait, à ce moment-là on a plus de sécurité puisqu'on peut analyser la qualité de l'engagement des investisseurs, à savoir les volumes et la belle verte, la belle barre de breakout, et vu que là on n'est pas trop loin, eh bien on peut se permettre d'entrer sur validation, donc qui arrivait hop, juste après pendant la séance du jeudi 13. Donc là voilà, ça c'est un classique de type requête de marché. Ensuite, on a un autre titre. Alors celui-ci, voilà, pour moi, il manque beaucoup de liquidité. Ça se voit directement, hein. La liquidité, encore une fois, j'y reviens régulièrement. Et vous voyez que quand on a des petits points comme ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas eu de... Voilà, là, il y a eu volume 1, une action échangée dans la journée. Là, on a combien? Volume 1, une action échangée dans la journée. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de fluctuation. Donc, quand on a des actions qui proposent voilà,
des journées de cotation qui sont superposées les unes à côté des autres, comme ça déjà on sait qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Quand c'est confirmé par les volumes, ce que vous voyez juste en dessous, bah voilà, on a la preuve par A plus B que l'action n'est pas très liquide, et donc voilà, on a un risque sur ce genre d'actif. Donc même si l'action elle a un bon momentum, même si la pattern en soi elle dessine quelque chose de correct, et bien ce manque de liquidité nous empêche de prendre position, puisqu'on essaie d'éliminer le maximum de risques sur les opportunités que l'on va exploiter. SLP coté sur le Nasdaq, donc c'est pas très beau ça. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas très beau. Tout simplement, on a à mon sens beaucoup trop de volatilité, voilà, comme ça sur ce titre. Même si la pattern, on voit que là sur la fin ça se calme. Voilà, c'est une action qui ça monte, boum, grosse volatilité, ça remonte, boum, grosse volatilité. Vous voyez, les actions qui évoluent comme ça en dents de scie sans vraiment dessiner une belle parabole, on préfère rester en dehors et on préfère vraiment conserver nos cartouches disponibles pour des opportunités qui soient vraiment de qualité supérieure. On élimine du risque, on élimine tout simplement le risque. Autre action, AIR côté sur le NYSE celle-ci. Donc qu'est-ce qui se passe? On est en situation de recovery. Alors, marché baissier, large base. Première grosse impulsion, donc là on est en mode recovery et on a la première base qui s'est mise en place. On a eu le breakout ici avec des volumes exceptionnels là. Donc là on est toujours sur des zones de prise sur une zone de prise de position qui peut être assez intéressante. Seul bémol, là on a quand même bien corrigé, hein. Il y a une grosse vague corrective, donc je pense qu'il y a moyen de trouver mieux sur les marchés, mais voilà, ça reste tradable, hein, ce genre de choses, mais dans un souci d'être qualitatif, encore une fois, des opportunités moyennes comme celle-ci, on va en avoir à l'appel. Mais si vous n'avez que 6 cartouches de disponibles, donc 6 trades à risque en simultané, est-ce que vous voulez consacrer ces 6 cartouches sur des trades moyens ou les consacrer à des trades exceptionnels? Et les trades exceptionnels, c'est simplement on élimine le maximum de risques, hein, et on s'assure que sur l'action, on ait tous les éléments qui soient alignés, qui soient en phase, qui soient présents pour pouvoir mettre le trade. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on entre sur l'action, et si vous faites 100, 200 ou 1000 trades sur vraiment des actions de qualité supérieure, vous allez avoir des taux de réussite qui seront hors du commun et vous allez avoir un track record, une courbe de performance de votre portefeuille qui sera extrêmement régulière avec peu de volatilité. Si vous entrez systématiquement sur des patterns qui sont moyennes, vous allez avoir une occurrence, une espérance de gain qui sera moins importante, votre courbe de performance qui aura un petit peu plus de volatilité et ça va générer un petit peu plus de stress chez vous. Donc développer vraiment ce côté qualitatif de votre trading, c'est très important. Autre titre, Farol, PHR. Alors celle-ci est vraiment, elle est assez intéressante parce que regardez, là vraiment on a ce genre de pattern. Alors je sais, c'est un petit peu non conventionnel, mais voilà, quand on a une tasse avec une anse et que là sur l'anse vraiment c'est extrêmement resserré et qu'on a les volumes ici, on a quelque chose, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est le potentiel sur ce genre de trade, il est assez explosif et c'est assez peu conventionnel, hein, parce que vous voyez que là on a beaucoup retracé. Mais voilà, le comportement de cette action, à chaque fois qu'on a un breakout, bim, ça libère un mouvement, un climax, hein, un mouvement parabolique. Donc on a très rapidement un trade qui est neutralisé et avec une capacité de décalage à la moyenne, donc d'espérance de gain qui est assez importante. Donc là, voilà, sur cette action, on peut avoir quelque chose d'assez impressionnant qui peut arriver dans les prochains jours. Seul bémol, c'est qu'elle cote en dessous de 1 euro cette action, donc c'est une penny stock, donc ce ne sera pas un mouvement qui sera soutenu à moyen long terme par les fonds institutionnels, puisque les fonds institutionnels n'entrent sur les actifs qu'au-delà de 1 euro. Enfin, en tout cas, la plupart des fonds institutionnels ne s'engagent pas sur des penny stocks. Donc voilà, là c'est plus en mode mouvement spéculatif, à savoir que chez Interactive Brokers, on n'a pas l'autorisation d'ouvrir de position sur ce titre. Voilà, c'est un petit peu le cas de toutes les actions cotées au Portugal. Interactive Brokers n'autorise pas les investisseurs à acheter des actions portugaises et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, si vous n'êtes pas chez Interactive Brokers, vous pourrez profiter de ce type d'opportunité sur le marché portugais. Mais si vous êtes chez Interactive Brokers, c'est mort. Allez, on va aller vite là sur les deux dernières actions que j'ai à vous proposer. Donc celle-ci, encore une fois, le piège il est où sur cette action? Alors c'est une action qui est pas mal, hein. Vous voyez qu'on a un bon momentum, on est passé de 5 à pratiquement 9 $ en l'espace de 1 an. Mais il y a peu de liquidité sur cette action, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller regarder les volumes ou quoi, simplement
en regardant le chart, le graphe, on voit que toutes ces séances-là sont les unes sur les autres, qu'au sein d'une même journée, voilà, ça tape l'offre et la demande comme ça. Donc, c'est un signe de manque de liquidité, donc c'est un risque. Donc, dès qu'on a un risque qui est clairement identifié, eh bien, on essaye de tout simplement pas prendre la position sur l'opportunité. Dernière action, allez hop, c'est quoi? C'est PPHM. Alors franchement, c'est pas top, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le comportement des biotech, des pharma, surtout des biotech. C'est que voilà, quand on a une action qui, de manière générale, dans l'historique passé, montre des gaps comme ça, un gros gap, un trou de cotation avec, là on a enregistré combien? Moins 61%. Quand vous avez des actions, que ce soit une biotech ou pas d'ailleurs, peu importe le secteur, quand vous avez une action avec un énorme gap baissier, c'est signe de manque de prédictibilité, d'imprévisibilité. L'action est capable, les investisseurs sur cette action sont capables de lâcher 60% de la capitalisation boursière en une ouverture de séance. À partir du moment où on a identifié que les investisseurs étaient capables de faire ça dans le passé, ça veut dire qu'ils seront capables de le refaire à nouveau dans le futur. Et c'est pour ça que quand on a ce genre d'indice de risque, il vaut mieux éviter de prendre position sur l'action. Il vaut mieux prendre des positions sur des actions où ça n'est jamais arrivé. Alors ça ne nous assure pas que ça ne va pas arriver à l'avenir, mais ça nous enlève déjà le fait que les investisseurs qui sont investis sur cette action sont capables de faire ce genre de choses. Donc là, voilà, clairement, on est en mode recovery, donc marché baissier, large base, première impulsion avec des énormes volumes. Là, on a une petite pattern qui se met en place avec les gros volumes. Donc là, on peut se dire, ok, tout est à peu près correct pour envisager cette opportunité. Et là, non, on a ce gros gap baissier. On a un risque qui est clairement identifié. Donc, on va tout simplement mettre de côté cette action. Donc, vous voyez que vraiment, notre rôle là, c'est toujours d'étayer. On a des screeners qui vont aller se charger d'analyser 15 000 actions. Donc, tous les soirs, nos screeners vont nous sortir entre 50 et 200 actions. On va passer en mode go fast, hein, c'est-à-dire 1 seconde par action. Une fois qu'on a fait ça dure à peu près 10 minutes chaque soir. On va isoler donc entre 1 et 5 actions qui sont assez intéressantes, comme celle-ci. On va les isoler dans une liste et on va on va leur donner un petit peu plus d'importance, de temps d'étude pour voir un petit peu quels sont les risques. Et si on identifie des gros facteurs de risque comme ça, directement elles partent à la poubelle. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on n'a pas vraiment d'action de très bonne qualité à mettre en portefeuille et qu'on passe notre temps simplement à identifier des actions qui sont correctes mais à les mettre à la poubelle simplement parce qu'il y a un risque qui est clairement identifié. Et nous, dans notre rôle d'être un spéculateur extrêmement qualitatif, eh bien, on n'entre en position que sur les opportunités où il n'y a aucun risque apparent et où justement on va avoir un trade qui va être très facilement neutralisé à court terme et qui va avoir une espérance de gain à moyen long terme pour pouvoir justement exploiter ce qu'on appelle les fat tails d'un point de vue statistique. C'est la queue épaisse de la distribution non gaussienne, c'est-à-dire les accidents positifs de richesse. Voilà, on a une minorité d'actions qui vont vraiment développer des grosses tendances haussière sur les actifs que l'on va détenir en portefeuille et cette minorité de trades qui va concrètement être responsable de toute la performance annuelle de notre portefeuille. Alors avant de nous quitter, je voudrais vous rediriger vers les 2 vidéos que j'ai postées cette semaine. Il y en a une qui est très intéressante où je parle du plus grand luxe du trader indépendant. Vous allez voir, je fais un petit comparatif avec les joueurs de poker ou les entrepreneurs qui ont des dépenses en recherche et développement. Voilà, ces personnes-là ont des grosses contraintes que nous, en tant que spéculateurs, traders indépendants, on n'a pas. Et pour nous, c'est véritablement un luxe parce que c'est gratuit. Et voilà, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Donc pour la voir, il faut aller directement sur la chaîne YouTube ou sur le blog. Et enfin, dans la deuxième vidéo, eh bien, tout simplement, je vous parle de requêtes de marché à la baisse et ce que l'on peut vendre
a découvert des requêtes de marché pendant un marché baissier? Est-ce que l'on peut profiter de la chute des marchés grâce aux requêtes de marché? Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo consacrée aux requêtes des marchés pendant les chutes de marché. Et le lien de cette vidéo se trouve directement dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je vous souhaite un excellent visionnage, une bonne semaine sur les marchés financiers. Et si vous voulez un petit peu suivre ce qui va se passer sur le Bitcoin, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram et Facebook. Je publie régulièrement des posts et quand il se passe des choses intéressantes, vous avez la chose intéressante en temps réel. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à samedi pour avoir des news. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est terminé.